à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous tous les jours les enjeux ou les actualités du secteur à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'impact écologique du minage de crypto-monnaies. Nous en parlerons avec Sébastien Gouspillou, CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Et puis ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous poserons la question des enjeux en matière d'épargne salariale pour cette année 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Catherine Pays-Lenic, directrice générale d'Epsens, mais aussi Arnaud Jacoulet, directeur épargne salariale et retraite au sein de l'Association française de la gestion financière, aussi connue sous le nom de l'AFG. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, on va se poser cette question. Le minage est-il anti-écologique? Une question qui ne sort pas de nulle part. Le Bitcoin ou les crypto-monnaies font face à de nombreuses attaques en ce qui concerne leur impact écologique ou leur impact dans cette transition écologique auquel fait face le monde actuel. Et nous avons décidé d'en savoir plus. C'est pour cela que nous avons invité Sébastien Gouspillou, le CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien Gouspillou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Big Block Data Center, en un mot, vous proposez des solutions de minage à l'international. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous expliquer et peut-être démêler le vrai du faux en matière d'impact écologique du minage. Alors, on va commencer tout de suite. Le minage est-il anti-écologique, Sébastien Gouspillou? A priori non, hein. C'est ce qu'on veut nous faire croire absolument, mais c'est tout le contraire en fait. Le mining a plusieurs intérêts pour les électriciens, et notamment pour les électriciens qui produisent de l'énergie renouvelable, notamment sur la géothermie, les centrales géothermiques et sur l'hydroélectricité. Là, il est indéniable qu'il y a énormément d'extra capacités, c'est-à-dire de centrales qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'elles peuvent vendre à un moment T. D'accord. Et nous, c'est notre spécialité, hein. C'est sur ces extra capacités qu'on se dirige, donc on fait le tour du monde, on cherche des mégawatts. Et sur cette recherche-là, il y a une compétition qui est très très forte. On peut aussi aller utiliser évidemment des mégawatts qu'on achèterait sur du charbon. Là, la compétition est beaucoup moins forte. D'accord. Personne n'en veut de cela pour le coup. Alors les mineurs chinois, lorsqu'il y a eu les mesures de rétorsion en Chine, ont essayé de mettre leur machine ailleurs et certains n'ont pas du tout regardé si c'était du gaz ou du charbon du moment qu'on leur donnait du mégawatt. Ils ont l'habitude dans un pays où le charbon fait partie du paysage, je dirais. Mais nous, ces mégawatts-là au charbon, ça faisait des années qu'on les voyait au Kazakhstan, par exemple, et on les prenait pas. Et donc, la plupart des mineurs aujourd'hui qui développent cherchent évidemment des surplus du green, et puis surtout se dirigent vers le flare gas. Parce que là, il y a un potentiel énorme. On pourrait déployer peut-être 20 réseaux Bitcoin juste sur le flare gas. Alors, vous allez peut-être nous développer cette partie-là. Juste avant, pour reposer un peu le contexte, effectivement, vous nous avez parlé de la Chine, puisque la Chine a interdit le minage sur son territoire, avec parmi les arguments évoqués, celui de l'impact écologique donc du mining ou du minage. Ce sujet de l'impact écologique, il date d'il y a plusieurs années. Déjà en 2018, on se posait la question. Il y avait un index qui avait été calculé pour montrer l'impact écologique du Bitcoin. Index qui lui-même a été remis en cause par un certain nombre de chercheurs puisque tout le monde ne le calculait pas de la même manière. Et en fait, c'est revenu au goût du jour justement parce que plusieurs pays commencent à dire ça va sortir de notre territoire parce que, donc dont la Chine, parce que l'impact écologique est trop fort. Donc il y a peut-être d'autres raisons derrière, mais en tout cas c'est la raison qui est mise en avant. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, oui, il faut de l'énergie pour miner, mais en gros, tout dépend de l'énergie qu'on va chercher pour miner, c'est ça ? Absolument, bien sûr. C'est très utile d'acheter de l'électricité à des centrales qui produisent du renouvelable parce que on ne parle pas de l'Europe. Hein, nous, on ne travaille pas en Europe. Hein. D'accord. Là, parce qu'en Europe, on a un réseau qui est plutôt bien maillé, donc il n'y a pas d'énormes ressources perdues. Il y a des continents comme l'Afrique ou une partie de l'Asie centrale où il y a d'énormes ressources qui servent à rien. C'est-à-dire qu'on produit plus d'électricité que la centrale en vend, entre guillemets. Oui, alors on ne la produit pas, mais on est en capacité de la produire. Sur l'hydro, c'est comme ça. Hein. Souvent, on arrête une turbine. Si on produit l'électricité, il faut qu'elle parte quelque part. Il faut qu'elle parte dans une résistance ou quelque part. Donc on ne la produit pas parce qu'on n'a pas la demande en face. Et ça,
c'est un marché qui est énorme et c'est un marché qui fait défaut aux électriciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin de fonds parce que la transition énergétique, c'est leur responsabilité. C'est à eux de créer les réseaux aujourd'hui pour amener leur électricité verte dans les domiciles. Et quand elles sont pendues, c'est-à-dire qu'elles ont un compte d'exploitation qui est dans le rouge, elles ne développent pas. Et donc, nous, on les aide à se développer. Donc, il y a des pays où c'est vraiment très important. Dans une partie de l'Afrique, là, il y a plein de projets qui sortent, où les centrales existent, mais les réseaux ne sont pas encore là. Parce que le déploiement d'un réseau local d'électricité, c'est la centrale, c'est tout le réseau de distribution. Et ça ne se construit pas en même temps. Et donc, on commence par construire l'objet, la centrale, et le réseau se construit autour. Et donc, ce que fait Big Block Data Center, c'est ce que vous faites vous, c'est que vous allez chercher finalement en fait ces centrales énergétiques ou ces centrales productrices d'électricité, et vous allez analyser là où il y a potentiellement une capacité de produire plus pour y installer du coup des fermes de minage. Alors peut-être qu'on parle de fermes de minage pour le coup toujours. Tout à fait. Donc on identifie avec l'électricien où sont ses surplus, combien il en a. Et on lui propose de les racheter en fonction de la puissance installée qu'il a de disponible. S'il a 10 MW, on lui dit OK, nous on t'achète ces 10 MW. On va utiliser cette puissance de 10 MW. Sur l'année, ça représente tant de millions de dollars ou de centaines de milliers de dollars. Et donc voilà, on deal comme ça avec eux sur des surplus, sur de l'électricité qu'ils ne savent absolument pas vendre ailleurs. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, il est possible de miner avec cette solution-là toute l'année, ou est-ce que justement le besoin en énergie des pays concernés peut évoluer en fonction de l'année, et donc de fait, le minage du Bitcoin évolue avec? Alors, c'est possible. Ceux que j'évoquais là, Nicolas, c'était des surplus structurels. C'est-à-dire que c'est des centrales qu'on identifie comme ayant des surplus, enfin une extra capacité depuis des années. Et qui n'envisagent pas dans les années qui viennent d'avoir un client qui vienne consommer cette extra capacité, être client pour cette extra capacité. Donc là, on parle vraiment de surplus structurel. Après, on peut avoir, notamment sur des champs solaires, on peut avoir des surplus en journée, en plein soleil, et puis de manière... épisodique pour le coup. Voilà. C'est une solution qui est plus difficile pour miner, mais ça existe. Ça existe. On a un collègue espagnol jeune avec qui on travaille depuis longtemps. Lui, c'est sa spécialité. Il met des conteneurs de mining sur les champs solaires. Mais il utilise des vieux matériels ASIC qui coûtent pas cher, ce qui permet de travailler 8 heures ou 10 heures par jour. D'accord. Et alors, si on revient sur l'exemple chinois, donc en fait, effectivement, il y avait un certain nombre de fermes de minage en Chine qui ont dû quitter le territoire. Et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement... en fait, il faut de l'énergie pour miner du Bitcoin, et après, tout dépend des scrupules de ceux qui vont proposer l'activité de minage, en fait. Oui, c'est ça le sujet. Ça dépend pas vraiment de scrupules, ça dépend de leur culture. Il faut bien comprendre que nous, notre obsession du réchauffement et tout ça, c'est pas partagé par le reste de la planète. Il y a beaucoup, et notamment dans les pays producteurs de pétrole ou les gros pays producteurs de charbon, et surtout qui ne produisent que ça, comme le Kazakhstan par exemple. Là-bas, le fait d'avoir une centrale au charbon à côté de chez soi, et donc d'utiliser du charbon, c'est une ressource du pays, c'est quelque chose qui culturellement est accepté. D'accord. Alors que chez nous, ça ne l'est plus du tout. Donc voilà, pour eux, utiliser une centrale au charbon pour miner, pourquoi pas? Ça leur pose pas de problème éthique. Nous, évidemment, oui, mais je dirais que c'est pas le sujet. Il faut pas s'inquiéter d'une menace écologique du Bitcoin. Le mining de Bitcoin, quand j'ai commencé, moi, c'était 20% d'énergie décarbonée et 80% d'énergie sale. C'est le mix mondial, c'est-à-dire que chaque être humain aujourd'hui travaille avec un mix qui est pas loin de 80% carboné. Et donc, comme le Bitcoin était miné par des particuliers à la maison, on pouvait imaginer que le mix mondial était le mix du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 60% sur des énergies renouvelables, donc il n'est plus qu'à 40% carboné. Il est passé de 80 à 40% en moins de 10 ans, en 9 ans. Donc, c'est une performance qui est juste folle. Il n'y a pas une industrie dans le monde qui a été capable de se décarboner aussi vite. Et la logique économique va systématiser cette migration du noir vers le vert, parce que les hydrocarbures augmentent. Ce qui fait que ça fait augmenter le prix du kilowatt carboné, et c'est en train de disqualifier nos concurrents. Et nous, c'est notre pari depuis des années. On voyait bien que le pétrole allait augmenter. Le pétrole se raréfie. L'extraction est a beaucoup moins de succès qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, en gros, on extrait un tiers du pétrole qu'on consomme tous les ans. Donc on vit sur les réserves. Pour nous, il y avait un schéma idéal d'augmentation du prix des hydrocarbures, et ça s'est vérifié l'année dernière. En 2021, on a vu effectivement les hydrocarbures s'envoler pour différentes raisons, certainement plus vite qu'on l'avait imaginé. Mais en tout cas, on est vraiment dans notre stratégie, et nous, on sait que le mining va devenir essentiellement green. On verra des pays producteurs continuer à miner pour eux sur du gaz notamment, parce qu'il y a des ressources gazières qui sont très difficiles à déplacer et à commercialiser. Mais pour l'essentiel, ça va se miner sur du green et aussi sur le flare gaz, que je disais tout à l'heure. Et alors le flare gaz, un mot peut-être de ce que c'est justement? C'est les gaz de torchère des champs d'exploitation pétrolière. C'est-à-dire quand on extrait du pétrole, on trouve des nappes de gaz, et ce gaz, il faut l'extraire pour pouvoir extraire le pétrole.
Et donc la solution la plus simple, c'est de mettre une torchère et de brûler ce gaz. Et c'est une solution qui n'est pas du tout satisfaisante en termes écologiques, parce que d'abord on brûle ce gaz, ok, ça crée du CO2, ça c'est une pollution à la limite qui est acceptée, mais surtout on envoie du méthane à l'état pur, et puis tous les gaz délétères qui entourent ce méthane qui est près du pétrole, et ça part dans l'atmosphère mal brûlé, parce que les torchères, ça brûle bien s'il n'y a pas de vent, mais s'il y a du vent, c'est jusqu'à 50% de ce gaz. Et on peut réutiliser ce gaz du coup pour créer de l'énergie? Oui, bien sûr. Alors les pétroliers nous ont pas attendus pour ça. Il y a des techniques qui consistent à prendre ce gaz, le nettoyer, le transformer en électricité par des génératrices et d'injecter cette électricité sur le réseau. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, pas cette solution-là de transformer le gaz. La solution serait d'aller chercher ce gaz-là là où il n'y a pas de réseau pour le coup, et intégrer un réseau de minage pour le coup. Alors, le coup, c'est exactement de faire ce que font les pétroliers actuellement, c'est-à-dire d'utiliser ces génératrices pour faire de l'électricité, mais comme il n'y a pas de réseau, de la vendre aux mineurs qui sont là, qui viennent sur place et qui se contentent du site où qu'il soit. Et alors pour conclure, Sébastien Gouspillou, donc on a évoqué Big Block Data Center en fil rouge en lien avec l'impact écologique du minage. Vous êtes actuellement en levée de fonds, du coup, avec cet objectif d'aller chercher ces surplus d'électricité à travers le monde ou ces surplus d'énergie à travers le monde pour proposer des solutions de minage plus écologiques du coup pour le coup. Pour proposer des solutions de minage économiquement viables, et pour nous ça passe forcément par ou du surplus de renouvelables ou alors acheter ce gaz de torchère qui est vraiment très très bon marché. D'accord. Mais pour nous le mining vert est incontournable. Aller aujourd'hui investir sur une ferme qui est alimentée par du charbon, pour nous c'est vraiment une erreur stratégique monumentale, au-delà du fait qu'on crame du charbon qu'on n'aurait pas cramé. Donc Bitcoin n'a pas besoin de cette énergie-là. Vraiment, il y a énormément d'énergie perdue sur la carte de production mondiale. On n'a vraiment pas besoin d'aller utiliser du charbon. Donc bref, oui, on lève des fonds, non pas pour aller chercher ces mégawatts, parce qu'on les a déjà trouvés, ça fait 3 ans qu'on cherche. D'accord. Et contrairement à ce que nous disent souvent les gens, l'extra-capacité dont vous parlez, ça n'existe pas. Si, ça existe et c'est énorme. Aujourd'hui, on a 900 mégawatts qu'on a identifiés dans le monde. Enfin, dans le monde, on est sur 11 pays. Et c'est 900 mégawatts, donc c'est l'équivalent d'un gros réacteur nucléaire. Donc il y a énormément de puissance. Puis moi, je suis loin d'avoir fait le tour du monde. C'est ce que j'ai identifié tout seul en faisant ma recherche pendant ces 3 dernières années. Et dans quel pays, du coup ? Alors, on ne peut pas tout dire, les pays dans lesquels on va, mais on a un partenariat qui est public. J'en avais déjà parlé ici avec le Salvador. Donc là, j'y retourne dans 15 jours. Donc ça, c'est vraiment un partenariat avec l'État salvadorien. On a ce type d'accord avec le Tadjikistan, tout récemment. Là, notre directeur Big Block est carrément maintenant consultant pour le gouvernement tadjik, consultant minier. Avec le Sultanat d'Oman, on est sur un énorme projet. On a été choisi pour les conseiller sur ce sujet-là. On a plein d'autres pays comme cela qu'on conseille, plus ou moins officiellement, parce que tous veulent miner. Mais tous ne veulent pas que ça se sache forcément. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Gouspillou. Vous reviendrez nous en parler à la fin, à la clôture de cette levée de fonds. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à l'épargne salariale des Français, donc votre épargne salariale. On va se demander quels sont les enjeux en matière d'épargne salariale pour 2022, ce qui nous amènera à évoquer également cette année 2021 qui s'est clôturée en matière d'épargne salariale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Catherine Peylenic, directrice générale d'Epsens. Bonjour Catherine Peylenic. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Epsens qui propose des solutions d'épargne salariale. Et à vos côtés pour en parler également Arnaud Jacoulet. Bonjour Arnaud Jacoulet. Bonjour. Vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG, l'Association française de gestion financière. Et on va peut-être commencer avec vous Arnaud Jacoulet avec quelques chiffres. Je lisais que l'épargne salariale ça concerne 11 millions de Français. Ça paraît peu vu comme ça, mais finalement ça reste quand même par rapport au nombre de Français salariés une part importante. Ça reste une part importante. En moyenne, on a 50% des entreprises qui sont équipées, et ça c'est les chiffres de la DARES, qui sont équipées d'un dispositif d'épargne salariale, donc qui bénéficient d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale. D'accord. Les grandes entreprises, évidemment, sont les mieux loties, puisqu'on a des taux d'équipement qui sont de l'ordre de 90%. En revanche, les TPE, PME, et notamment les entreprises de moins de 50 salariés, sont celles où il y a vraiment un effort à faire, puisque ce sont celles qui ont le moins de dispositifs en place. C'était l'un des constats opérés par la loi Pacte. D'accord. Et c'était l'un des objectifs de la loi Pacte, de permettre une meilleure diffusion de ces dispositifs au sein des TPE, PME.
Et d'où le fait d'avoir des ambassadeurs à l'épargne salariale et à l'intéressement, à la participation, nommés année après année. D'ailleurs, cette année encore, il y a 3 ambassadeurs qui sont nommés. Juste pour bien clarifier, parce qu'on va essayer de faire aussi un peu de pédagogie en même temps, parce que l'épargne salariale, c'est parfois des mécanismes complexes à comprendre. Quand on parle d'épargne salariale, vous l'avez très bien cité, c'est intéressement, participation, plan d'épargne salariale pour le coup. Alors de quoi parle-t-on? C'est des mécanismes qui permettent d'associer les salariés à la performance de l'entreprise et donc de se voir verser des primes selon les résultats ou la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est participation, intéressement. Et ensuite, le salarié a la possibilité de pouvoir placer ses primes dans un plan d'épargne salariale ou dans un plan d'épargne retraite. Et donc, on est dans la phase épargne. Donc, c'est percevoir des primes et avoir la capacité d'épargner ces primes pour réaliser des projets à moyen long terme avec le PE et avec le PERCO. C'est ça, avec ce mécanisme de primes qu'on peut toucher directement ou placer effectivement dans des plans d'épargne salariale. Catherine Pays-Lenic, première question, on a parlé des ambassadeurs tout à l'heure, donc 3 ambassadeurs cette année, Thibault Langsat de François Perret et Agnès Bricard, qu'on recevra d'ailleurs bientôt dans l'émission. Le fait que 3 ambassadeurs aient été nommés pour un mandat supplémentaire pour faire de la communication autour de cette participation et de cet intéressement d'entreprise, ça montre que le message n'est pas forcément complètement passé au niveau de toutes les entreprises françaises en matière d'épargne salariale? Absolument, et je rebondis sur les propos de Arnaud, notamment vis-à-vis des toutes petites entreprises. On s'aperçoit que le taux d'équipement reste extrêmement faible, notamment les moins de 10. Alors là, c'est vraiment très très difficile de les équiper. Et le fait qu'une 3e ambassadrice, dont le métier est l'expertise comptable, a été nommée, peut vraiment faciliter les choses, parce que l'expert comptable, c'est juste le correspondant privilégié des TPE. Et l'expert comptable répond donc à toutes les préoccupations de la TPE et peut effectivement, mettre en avant tout ce que l'épargne salariale peut apporter aux dirigeants d'entreprise pour motiver ses salariés, pour les fidéliser et pour en attirer de nouveaux, puisque l'épargne salariale est aujourd'hui une composante de la rémunération. Quand vous avez un candidat devant vous, il ne vous demande pas quel va être son salaire, il vous demande quelle va être ma rémunération, y compris l'épargne salariale, l'intéressement et la participation. Ce qui prouve bien que quelque part, c'est rentré dans les mœurs, mais néanmoins insuffisamment pour que les TPE, les patrons de TPE ont 10 000 choses à faire. Leur entreprise n'est pas encore assez structurée pour qu'ils aient quelqu'un qui s'occupe spécifiquement du sujet. Donc il y a une vraie nécessité de pédagogie. Donc nous, on a développé un outil simple, un parcours un peu digital pour expliquer que l'épargne salariale, c'est simple, pour expliquer que jusqu'à 11 salariés, vous pouvez mettre en place, vous, dirigeants de TPE, de façon unilatérale, un dispositif d'épargne salariale. Mais il faut aller encore plus loin. Parce que justement, j'avais 2 questions à vous poser. C'était qu'est-ce qui bloque au sein des entreprises, et 2, pourquoi c'est un avantage pour les entreprises de mettre en place de l'épargne salariale. De ce que je comprends, c'est qu'en fait, le besoin de pédagogie, il est au niveau des entreprises. Mais au niveau des salariés ou futurs salariés, le mécanisme d'épargne salariale est bien compris pour le coup. Plus ou moins. Mais l'intéressement et la participation sont en tout cas des choses connues. Sont des choses connues. Après, pour une TPE, le dirigeant de la TPE, est-ce qu'il a les outils pédagogiques pour aller expliquer à ses salariés quel est l'intérêt pour eux de placer certaines sommes s'ils n'en ont pas besoin? Je pense que là, les teneurs de compte que nous sommes en épargne salariale doivent faire preuve de cette pédagogie vis-à-vis du dirigeant de TPE pour l'accompagner dans cette communication, avec éventuellement des webinars, des vidéos, des présences physiques. Je pense que maintenant, ça va être bientôt peut-être de nouveau possible. Voilà, on espère tous, pour répondre à des questions très basiques des salariés et pour donner, un contenu très concret à des notions qui restent encore, c'est de l'épargne, mais par rapport à l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? Un PERCOL aujourd'hui, qui peut être mis en place par des entreprises, soit parce que... Alors, PERCOL, PER collectif, pour le coup, c'est le PER collectif, nouvelle dénomination avec la loi Plan épargne retraite collectif, soyons clairs pour le coup. Donc c'est un outil plutôt de préparation à la retraite. Il a été un peu toiletté avec la loi Pacte. L'un des objectifs étant de permettre de faire des versements volontaires, défiscalisés pour l'épargnant qui le souhaite. C'est quand même très important d'avoir des placements susceptibles d'être défiscalisés. Il n'y en a pas beaucoup maintenant, aujourd'hui. L'épargnant peut le faire, c'est à son choix. Est-ce que c'est connu? Pas forcément. Est-ce que le chef d'entreprise se dit pas « Oh là
là là, mais qu'est-ce que ça va être compliqué, il va encore falloir mettre un nouveau contrat en place. C'est un simple avenant quand on a déjà un PERCO, donc ancienne mouture. Donc il faut déjà avoir des mécanismes d'épargne salariale dans son entreprise. Oui, enfin on peut en mettre en place un. C'est beaucoup plus facile que, j'allais dire, la réglementation telle qu'elle peut être lue, j'allais dire de façon un peu littérale, le laisse entendre. Après, c'est notre rôle, je répète, il y a besoin vraiment de beaucoup de pédagogie. Et je reviens sur le rôle des ambassadeurs. Donc effectivement, c'est très bien que leur mission continue, parce qu'il faut continuer à diffuser la bonne parole, notamment vis-à-vis des TPE. Arnaud Jacoulet, je rebondis sur cet exemple du PERCOL, donc plan épargne retraite collectif. C'est vrai que la promesse est très belle, c'est-à-dire épargner pour sa retraite avec moins de fiscalité, avec de l'argent sur lequel on ne compte pas puisqu'il est en fonction du bénéfice de l'entreprise. Je vous repose la même question qu'à Catherine Peilloni. Qu'est-ce qui bloque dans un mécanisme qui a l'air quand même assez vertueux pour que les entreprises ne développent pas plus ces systèmes d'épargne salariale ? Alors je pense, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Catherine, il y a une méconnaissance de la part des chefs d'entreprise de ces dispositifs, notamment dans les TPE-PME, un manque de temps pour s'y intéresser, parce que, et là on sort de 2 années de Covid et j'espère qu'on va sortir de la crise, mais un manque de temps pour se consacrer à ces sujets, puisque le sujet principal c'était continuer l'activité de mon entreprise. C'est ça, bien sûr, son temps le chef d'entreprise. Donc un manque de temps pour garder mes salariés, équiper mes salariés, bien sûr. Et puis des dispositifs qui évoluent très souvent. Donc oui, il y a des experts comptables, oui, il y a des conseils qui viennent accompagner ces chefs d'entreprise, ces TPE, PME sur ces volets-là, mais on est face à des dispositifs qui évoluent. Rien que depuis la loi Pacte, j'ai fait le calcul, c'est 25 mesures qui sont venues modifier les règles du jeu de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. 25 règles du jeu modifiées en l'espace de 2 ans, c'est énorme. Alors, c'est des règles qui vont dans le bon sens, qui permettent de simplifier, qui permettent de faciliter la mise en place. Oui, mais ça suppose un suivi régulier au niveau de l'entreprise. Et ça entraîne de la complexification pour le chef d'entreprise et ça fait ressortir ce sentiment de complexité. Il est important, et c'est l'un des enjeux, là on est en phase de campagne électorale, l'un des enjeux pour nous à l'AFG, c'est quand même qu'on conserve une certaine stabilité des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite qui sont le fruit de la loi Pacte, notamment, pour gagner en pédagogie et en efficacité auprès des chefs d'entreprise. C'est très important. Sans cette stabilité, on va perdre en lisibilité, on va perdre en pédagogie financière et tous les efforts qui ont été menés jusqu'à présent seront vains. Donc c'est très important d'avoir cet élément-là en tête. C'est un des enjeux 2022. Et ben alors je reprends l'exemple du PERCOL. Donc avant c'était le PERCO, aujourd'hui c'est le PERCOL. Et donc l'enjeu c'est que ça reste le PERCOL en fait, c'est ça ? L'enjeu c'est que ça reste le PERCOL collectif. C'est qu'on garde les règles aujourd'hui, qu'on puisse aller sur le terrain, qu'on puisse aller expliquer aux chefs d'entreprise les bien-fondés de ce produit, de ce dispositif, pour lui, pour ses salariés, en quoi ça lui permet d'attirer et de recruter. On sait qu'il y a un problème de recrutement et de fidélisation, notamment dans les TPE-PME et dans certains secteurs. Donc c'est très important d'avoir ces outils RH pour recruter, pour fidéliser et motiver ses salariés. Bon alors, de ma vision extérieure à ce sujet de l'épargne salariale, j'ai l'impression qu'en fait c'est compliqué à mettre en place au niveau des entreprises parce qu'on a peur que ça prenne trop de temps et que du coup c'est pas forcément stable en matière de mécanismes. Et la lisibilité est pas si simple que ça vis-à-vis des salariés, mais peut-être aussi parce que Catherine Peilloni, on s'y intéresse qu'au moment où on reçoit notre relevé d'épargne salariale et qu'on nous dit qu'est-ce que vous voulez faire, choisissez entre les 3 options et puis regardez ce que ça veut dire concrètement dans les 20 pages qui sont derrière. Alors, tout à fait. Alors, sachant que c'est déjà bien de s'y intéresser quand on reçoit son relevé annuel. D'accord, tout le monde ne le fait pas ? A priori, pas suffisamment de personnes, alors que c'est un moment un peu idéal pour regarder ses placements, pour voir si on n'a pas de l'épargne salariale au titre d'une société dans laquelle on a travaillé précédemment, et puis épargne salariale qu'on a laissée par oubli éventuellement. Bon, il faut peut-être quand même faire attention, parce qu'au bout d'un certain temps, vous savez que cet argent, si vous ne vous manifestez pas d'une manière ou d'une autre, peut partir à la Caisse des dépôts, donc c'est quand même un peu dommage de voir partir vos économies là-bas. C'est de regarder si vous pouvez éventuellement arbitrer des placements. Vous aviez un projet il y a 6 mois d'acheter une résidence principale, vous ne l'avez plus, donc finalement faut-il rester sur des placements aussi sécurisé que vous l'aviez souhaité pour justement ne pas perdre la valeur de votre épargne? Ne faut-il pas arbitrer, regarder d'autres choses? Il y a en plus des outils maintenant qui vous aident dans le pilotage un peu de vos placements. C'est ce qu'on appelle les robots advisors que Arnaud connaît bien, que tout le monde maintenant a un peu développé pour, en fonction, j'allais dire, de votre profil, de vos projets. Est-ce que vous êtes quelqu'un de dynamique dans votre façon de gérer vos placements? Est-ce que vous êtes plutôt très prudent? Est-ce que vous avez un projet, donc, comme je le disais, à
court terme ou pas du tout. De ce point de vue-là, parce que là, en fait, ça va déterminer des choix d'allocation en fait de l'épargne qu'on aura décidé de placer sur un plan d'épargne donc salarial en entreprise. Vous pouvez vous dire, mais moi, je connais rien au placement financier ou je n'ai absolument pas le temps de m'y intéresser. Le robot peut faire, peut vous faire une proposition que vous suivez ou que vous ne suivez pas. Mais en tout cas, il y a maintenant des outils, si vous voulez, qui sont à la portée de l'épargnant pour faire ce choix. Après, nous, par exemple, on a développé un peu de pédagogie et une notice explicative pour ce relevé annuel qui, comme vous dites, n'est quand même pas d'une simplicité encore, parce qu'il y a plein de choses. Il y a les plus-values, il y a tous les versements que vous avez faits, leur disponibilité d'un an sur l'autre. Ce qui était bloqué il y a 5 ans, évidemment, on n'est plus bloqué. Les motifs de déblocage etc. Donc vous avez plein de choses. C'est quand même pas mal de pouvoir expliquer à l'épargnant pour lui faciliter une lecture et qu'il n'y passe pas tout son samedi matin. Bien sûr. C'est quand même plus sympathique pour lui. Voilà. Sachant qu'il doit prendre une décision à la fin, normalement. Après, l'entreprise peut la prendre pour lui, mais normalement, l'épargnant doit prendre une décision à la fin. Quand il reçoit, oui, effectivement, ses bulletins d'options lors des campagnes, il doit choisir, mais il y a aussi ce qu'on appelle la gestion pilotée par défaut. C'est-à-dire que s'il ne choisit pas, s'il décide de ne pas répondre, on va mettre ses primes sur ce qu'on appelle la gestion pilotée par défaut, qui représente aujourd'hui, je crois, à peu près 85%, mais je parle sous le contrôle de Arnaud, des placements aujourd'hui des épargnants. Ce qui prouve bien que donc 85% j'allais dire, se livrer à la décision de cette gestion pilotée qui, en fonction de votre âge, vous propose un choix d'allocation de placement compatible avec celui-ci. Et alors, Catherine Peillonic, si on parle d'enjeux 2022, donc j'ai bien entendu la réponse d'Arnaud Jacoulet qui milite pour de la stabilité en cette période d'élection présidentielle. Pour vous, cette année 2022, s'il devait y avoir un enjeu en matière d'épargne salariale, ce serait lequel ? La simplicité aussi. Donc, éviter qu'on nous remette la 26e ou 27e règle, ou plutôt qu'on essaye d'aller vers la simplification. L'un des ambassadeurs, Thibault Langsade, milite pour la simplification de la formule de participation. Je ne peux qu'être d'accord, parce que sans sortir forcément de grandes écoles, c'est quand même assez compliqué de l'intégrer. D'accord. Et comme on parle beaucoup de partage de la valeur et donc de déploiement de la participation et de la rendre obligatoire à toutes les entreprises si possible, encore faut-il que la formule soit suffisamment simple pour que les chefs d'entreprise adhèrent à cela. Arnaud Jacoulet, donc effectivement on parle de stabilité, de lisibilité. Ça veut dire que l'offre actuelle en matière d'épargne salariale, vous considérez qu'elle est suffisante pour rester ainsi, ou que du coup il faut encore la faire quand même évoluer ? Alors je pense qu'il y a deux questions. Il y a est-ce que les offres sont suffisamment lisibles et simples vis-à-vis du chef d'entreprise ? Il y a des éléments à faire évoluer et je peux en parler par exemple du forfait social. Aujourd'hui on paye du forfait social au-delà de 50 salariés sur de la participation, mais on n'en paye pas sur l'intéressement en dessous de 250 salariés, on en paye sur de l'abondement fléché vers de l'actionnariat salarié. Enfin, on voit que tout ça reste très compliqué et difficile pour un chef d'entreprise de s'y retrouver. Et donc, sur le forfait social, je pense qu'il y a un vrai besoin d'harmoniser et de suppression jusqu'à un certain seuil pour que les entreprises, et notamment de 0 à 250 salariés, puissent voir lever toutes les barrières, si on veut développer l'épargne salariale, voir lever toutes ces barrières pour la mise en place des dispositifs. Après, il y a la question des offres et de l'offre financière qui est proposée dans les PE, PERCO. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une compétition sur ce marché qui est, somme toute, assez importante, avec des acteurs comme Epsens, mais il y a aussi de nouveaux entrants, et je vais parler par exemple d'Epsor, qui entrent sur ce marché. C'est la preuve que c'est un marché dynamique sur lequel on peut venir se faire une place dès lors qu'on a une offre innovante. Et je pense que les offres qui existent sont parfaitement compétitives, avec des robo-advisors, avec des parcours pédagogiques et d'un niveau qualitatif très largement, à mon avis, supérieur à ce qu'on peut retrouver en banque traditionnelle de détail. Merci beaucoup Arnaud Jacoulet. Je rappelle que vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG, l'association française de la gestion financière. Merci également Catherine Peillonic, directrice générale d'Epsens. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.